Bienvenue sur Africa 24, vous êtes avec nous pour suivre en direct le sommet des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Un sommet qui se tient à Yaoundé au Cameroun et dont les débats devraient s'ouvrir dans quelques heures. Les chefs d'État de l'espace sous-régional sont en train d'arriver au palais de l'Unité. Pour l'occasion, Africa 24 a déployé des envoyés spéciaux à Yaoundé. On sera en direct avec eux dans quelques instants. Ils sont avec nous pour décrypter ce sommet. Notre invité, tout d'abord, alors sa fonction nous permettra de mieux comprendre les enjeux de ce sommet. Il est professeur d'économie. Il s'agit de Nicolas Agbou. Monsieur Agbou, bienvenue. Merci. Et notre éditorialiste, bien évidemment, lui aussi est économiste d'ailleurs, c'est Jean-Marie Bitoman. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonjour Amireille, bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors bien évidemment, ce sommet de la CEMAC sera l'occasion d'évoquer les situations difficiles que traverse chacun des pays de cet espace, à savoir Gabon, Guinée équatoriale, Congo, Tchad, Cameroun et Centrafrique. Ce sommet est donc particulier. La décélération de la croissance est beaucoup plus importante que prévu, nous le verrons au cours de cette émission. L'Afrique centrale est, disons-le, dans une situation délicate. Baisse continue des matières premières, crise de réserve de change, contexte sécuritaire compliqué, des facteurs qui ont inévitablement freiné les performances de l'espace sous-régional et qui pourraient même aboutir à une dévaluation du franc CFA. Monsieur Agbou, j'aimerais d'abord vous entendre sur cette chute des matières premières. Pratiquement tous les pays de la CEMAC sont producteurs-exportateurs de matières premières. Ils sont bien conscients de la fluctuation du prix de ces matières premières. Pourquoi n'ont-ils pas anticipé ? Bien, je crois que c'est l'éternel problème de la gestion des pays africains. Lorsqu'ils ont engrangé les recettes d'exportation pétrolière, la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que gérer un pays, c'est faire la prévision. Donc, certainement qu'ils se sont d'abord contentés d'engranger les recettes d'exportation, d'une part, et d'autre part, comme ce sont les pays de la zone franc CFA, ils ont donné une partie de leurs recettes d'exportation, c'est-à-dire à la France, qui est justement gérante du franc CFA. Mais nous disons, exporter les matières premières ici, énergétiques, se contenter d'exporter les matières premières, ce n'est pas développer le pays. Justement, Jean-Marie, on parle du pétrole avec M. Agbou, mais il y a aussi le cacao, il y a aussi le coton. On assiste depuis peu à une chute généralisée. La diversification économique n'a jamais été aussi urgente, en tout cas pour toute l'Afrique et plus précisément pour la zone CEMAC. Pour toute l'Afrique, ça devient une urgence. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la CEMAC. La CEMAC, si vous voulez, est une des zones économiques, si vous voulez, qui avance au moins en Afrique. Quand vous prenez c'est la moins performante aujourd'hui, on peut le dire. C'est la moins performante aujourd'hui, on peut le dire, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les deux zones qui utilisent le franc CFA, regardez la dynamique économique que vous avez au sein de l'UEMOA. Vous ne retrouvez pas la même chose, si vous voulez, en Afrique centrale, alors que l'Afrique centrale, si vous voulez, est pourvue de matières premières, c'est-à-dire beaucoup plus que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des stratégies gestionnaires qui sont mises en place, qui sont de mauvaises stratégies. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas eu de diversification de l'économie. Pratiquement toutes les économies de l'Afrique centrale, comme pratiquement l'Afrique centrale est assise sur une espèce de fleuve de pétrole, dont les gens sont contentés, si vous voulez, de gérer ce pétrole-là, mais sans pouvoir anticiper. Alors, Monsieur Agbou, quand on est un pays rentier, il y a deux choses à faire, bien évidemment, comme l'a dit Jean-Marie, diversifier son économie, car on est inévitablement confronté à la volatilité des cours, mais aussi transformer ses matières premières. Il n'y a quasiment pas d'industrie de transformation en Afrique centrale. Pourquoi? Oui, justement, c'est là l'erreur. Je ne sais même pas si on peut parler d'erreur fondamentale, mais en tout cas, c'est là la grande lacune, parce qu'il n'existe pas sur la Terre, j'insiste, il n'existe pas sur la Terre un seul pays développé qui n'est pas industrialisé. La véritable solution de l'économie, ici, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça fait plus de 55 ans d'indépendance politique. Avec l'ouverture du monde, on ne sait pas pourquoi ces pays d'Afrique noire, j'insiste sur le mot noir,
n'importent pas des équipements indispensables à la transformation des matières premières. On parle de la dévaluation, mais la dévaluation, peut-être on en parlera, mais ce n'est pas ça la vraie solution. On en parlera, bien évidemment. C'est pas ça la vraie solution. La véritable solution, c'est transformer les matières premières en des produits finis. Oui. Parce que on va contextualiser pour nos téléspectateurs. Le problème, c'est que le continent africain vend ses matières brutes à l'étranger. L'étranger transforme ses matières brutes et après, l'Afrique les rachète forcément beaucoup plus cher avec les taxes. C'est quand même ce que disait M. Agbou, c'est plus qu'une erreur, c'est peut-être même une aberration. C'est une aberration économique. C'est une aberration économique tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart des matières premières qui sont vendues par les États africains, les prix sont fixés sur le marché international. Mais qu'est-ce qui dirige, si vous voulez, cette fixation des prix-là? Cette fixation des prix-là n'est jamais maîtrisée par les Africains. Elle n'a jamais été maîtrisée un jour. Je vais vous prendre un exemple. On parlait du pétrole là tout à l'heure, Amira. Quand vous prenez, si vous avez un pays africain qui aujourd'hui va vous produire 10 000 barils de pétrole. 10 000 barils de pétrole vont permettre à ce pays-là, si vous voulez, d'importer une certaine quantité de matières premières. Sauf que, au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la détérioration et la dégradation des termes de l'échange dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Avec la même quantité, les pays africains, si vous voulez, achètent moins de marchandises avec une quantité qui croît par rapport à nos matières premières qui sont exportées, alors que les produits qui sont importés, cette quantité-là baisse en même temps. Comment voulez-vous enrichir un pays si vous n'avez pas une industrialisation qui est faite sur place? C'est pas possible. Alors, ce que les populations se demandent aujourd'hui, M. Agbou, c'est pourquoi quand le cours du baril de pétrole était à 110 $, les populations n'en ont pas vu les effets. Maintenant qu'il est passé sous la barre des 50 $, là, bien évidemment, ce sont les populations qui en souffrent. Ça veut bien dire qu'il y a eu un problème, c'est que les États n'ont pas su réinjecter intelligemment les recettes des hydrocarbures. Oui, et si les États, disons les dirigeants n'ont pas pu faire n'ont pas pu appliquer cette solution, je crois que on attend que les populations, j'insiste, que les populations se réveillent. Parce que tant que les populations ne sont pas dans les rues, tant que les populations ne secouent pas vivement leurs dirigeants, malheureusement, ces dirigeants continueront toujours d'enrichir les autres pays. Monsieur Agbou, je me permets de vous couper. On voit le président camerounais Paul Biya qui est monté à la tribune. Je pense que les débats des chefs d'État ne vont pas tarder à commencer. Donc on se retrouvera bien évidemment dans quelques instants. On va lancer le feed à Yaoundé. Peut-être une dernière question avant de se retrouver à Yaoundé et d'écouter, parce qu'on les attend impatiemment, ces discours de ces chefs d'État. Que vont-ils nous proposer pour sortir la CEMAC de ce marasme économique? Parce qu'il faut le rappeler, Jean-Marie, ce sommet doit permettre de trouver des solutions précises et concrètes. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que ce sera le sommet tant attendu? On a beaucoup parlé de cet éléphant qui accouche d'une souris. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sommet de la CEMAC va permettre d'apporter des réponses concrètes et des solutions concrètes? Moi, je dirais un seul mot, Amira. J'attends que les chefs d'État, si vous voulez, de l'Afrique centrale, en particulier la CEMAC, puissent mettre en place des stratégies opérationnelles, qu'on sorte, si vous voulez, des discours, qu'on sorte, parce que c'est urgent, c'est impératif pour la CEMAC, parce que nous sommes... Mais Jean-Marie, je vais vous couper, parce que ça y est, le président camerounais, le président hôte de ce sommet, Paul Biya, est en train de s'exprimer. Je vous laisse en direct de Yaoundé, on se retrouve dans quelques instants. Je salue tout particulièrement la présence de Madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, et de Monsieur Michel Sapin, ministre français de l'économie et des finances. Ils ont bien voulu venir jusqu'à Yaoundé pour se joindre à nous aujourd'hui. Comme vous le savez, pendant une longue période, notre sous-région a joui d'une stabilité macroéconomique appréciable, une croissance forte, une inflation faible et des réserves de change abondantes ont été sa caractéristique. La situation a aujourd'hui changé. Les cours de nos matières premières, dont le pétrole, ont connu une chute brutale, associée à d'autres chocs exogènes, terrorisme, nombreuses manifestations d'insécurité,
cette crise a profondément contribué à fragiliser nos économies. Leur croissance a reculé, l'inflation a repris et nos réserves de change ont substantiellement baissé. Cette situation, si elle venait à perdurer, pourrait mettre en péril les fondements de notre sous-région et de notre communauté économique et monétaire. Nous devons donc agir vite. Nous devons agir ensemble. Les projections actuelles, nous le savons, n'indiquent pas un retournement favorable à brève échéance des marchés internationaux de matières premières. Messieurs les présidents et chers frères, la présente concertation nous donne donc l'occasion d'esquisser une réponse commune face à un environnement économique international incertain. Cette réponse devrait tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité économique de notre sous-région et sa pérennité à long terme. Notre réponse commune devrait également tenir compte des impératifs sociaux de nos États dans un contexte où nous devons faire face aux besoins pressants de nos populations. Messieurs les présidents et chers frères, au regard de la situation que je viens d'évoquer, permettez-moi d'exprimer la ferme conviction que la solidarité constante et agissante dont nous avons toujours fait preuve devrait être de nouveau mise à contribution. Il nous faut trouver les voies les meilleures vers une sortie de crise maîtrisée. Nul doute que la communication de la directrice générale du Fonds monétaire international nous apportera des éclairages utiles sur la perception que l'organisation qu'elle dirige a des problèmes économiques de notre sous-région. Je n'ai pas de doute que les conseils avisés et l'assistance technique constante du FMI et des autres partenaires au développement nous seront d'une grande utilité. Notre sous-région ne saurait être dans une impasse. Si nous restons unis et solidaires, si nous traduisons notre volonté politique par l'adoption de mesures appropriées, je suis persuadé que nous renouerons avec le progrès et la prospérité. Je vous remercie. There was President Paul Biya there in the opening speech here. On vient d'écouter le président camerounais Paul Biya. Vous avez entendu son discours, un petit discours d'introduction. Jean-Marie, un discours optimiste. C'est un discours optimiste. Bon, comme je le disais tout à l'heure, avant que vous ne me repreniez l'antenne, Amira, c'est qu'il est impératif aujourd'hui pour l'Afrique centrale, en particulier la CEMAC, d'accélérer l'intégration économique. C'est-à-dire, là, le discours du président de la République, bon discours d'accueil relativement court, tout simplement pourquoi? Parce que de mon point de vue, ce n'est plus le moment, c'est-à-dire de faire des longs discours. Il faut mettre en place, il faut que l'intégration économique soit effective en Afrique centrale, si l'Afrique centrale veut sortir, si vous voulez, du bourbier dans lequel nous sommes, et que les États se décident à partir de maintenant, parce que sinon, on va prendre encore du retard et on va reculer encore de pratiquement 50 ans. Il est impératif qu'on mette en place des stratégies convergentes avec toutes les économies de la zone CEMAC. Et la zone CEMAC en a des potentialités, mais malheureusement, si vous voulez, c'est un manque de volonté politique qui fait en sorte qu'on n'avance pas, si vous voulez, dans la construction de l'espace économique de la CEMAC, qui est doté, si vous voulez, de ressources naturelles qui sont pratiquement enviables dans la plupart des États africains. Oui, Monsieur Agbou, le
président Paul Biya a parlé de cette nécessité de la réponse commune. Jean-Marie l'a également évoqué, ce manque d'intégration sous-régionale. On n'a manifestement pas dans la zone CEMAC une libre circulation des personnes et des biens, et c'est bien également ce qui freine le développement économique de l'espace. Oui, nous sommes totalement d'accord. Et dans son discours, son Excellence, M. Paul Biya a parlé d'une solidarité agissante. Et ce qui me surprend, c'est que dans ce discours d'introduction, il attend des éclairages du Fonds monétaire international pour avoir une véritable solution aux problèmes africains, précisément de la CEMAC. Il faut qu'il y ait effectivement une réunion des dirigeants africains de la CEMAC entre eux pour sortir les véritables solutions. Mais il ne faut rien attendre du Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international, depuis sa création, a toujours démontré qu'il était là pour pouvoir appauvrir les Africains. Et justement, on le voit en duplex, la photo de famille, donc les présidents de la zone CEMAC et bien évidemment Christine Lagarde, la directrice Jean-Marie du FMI, le Fonds monétaire international. Cela va de soi, ce qui va se passer, c'est que le FMI va en quelque sorte dicter la politique économique à mener dans la zone CEMAC. Est-ce vraiment une bonne stratégie? Je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Vous ne pouvez jamais développer une économie, si vous voulez, en vous fiant aux autres. Vous savez, l'économie, on le dit toujours, nous les économistes, l'économie c'est de la psychologie simple. Vous voyez, quand on fait des analyses sur le plan macroéconomique, on vous dit que dès que vous avez le peuple qui a confiance, ça fait redémarrer l'économie. C'est la dimension psychologique qui joue là-dessus parce que les gens ont confiance en l'avenir. Donc, les Africains aujourd'hui, je ne pense pas que nous devrions attendre quelque chose de l'extérieur parce que dans ce monde-ci, il n'y a pas de la sympathie, on nous parle de l'amour. L'économie, c'est quoi? C'est la défense des intérêts de chacun sur son territoire ou dans sa zone. Les autres ne viendront pas nous apporter des solutions à nos propres problèmes parce que dans la dimension culturelle et intellectuelle, ils sont très très loin de nos problèmes. Ils vivent nos problèmes, c'est-à-dire de manière très très lointaine. Donc nous, on vient les appeler pour qu'ils puissent résoudre nos problèmes alors qu'ils ne comprennent même pas la psychologie sociétale des États africains. Ils viennent, ils nous appliquent, si vous voulez, les mêmes principes qu'on applique dans les pays, dans les économies développées. C'est pas ce que l'Afrique demande. Mon collègue tout à l'heure l'a parlé de quoi? Il parlait, si vous voulez, de la nécessité qui est une prise en charge commune, une solidarité interne. Les autres ne pourront pas venir développer l'Afrique à notre place. Alors, moi, je le répète à tous les coups. Alors justement, M. Agbo, comment on dynamise l'intégration sous-régionale? Qu'est-ce que les États, les chefs d'État de la CEMAC doivent faire pour avoir aujourd'hui un espace dans lequel les biens et les personnes circulent aisément? Bien. Pour favoriser le déplacement, la libre circulation des biens et des personnes, d'abord, c'est une décision politique. Deuxièmement, lorsqu'ils ont décidé ensemble, que ce soit les routes et tout le commerce, tout ça, ce sont des décisions qu'ils doivent prendre ensemble pour pouvoir financer toutes ces infrastructures routières et tout le reste. Ça, c'est déjà un élément important. Que ce soit les histoires de passeports, etc. Tous les obstacles, ils peuvent les lever à partir d'une décision politique. Et nous voyons bien le Cameroun qui joue le rôle des leaders, c'est son devoir de pouvoir impulser tout ça. Ça, c'est déjà un élément. Mais nous insistons que nous n'inventons rien. Pour pouvoir développer un pays, il faut deux éléments. Et c'est pour l'Afrique, s'ils veulent vraiment développer ce pays, il faut d'abord la monnaie. Deuxièmement, il faut industrialiser ces pays. Il n'existe nulle part sur la Terre un seul pays qui est développé et qui n'est pas industrialisé. Ça n'existe nulle part. Or, aujourd'hui, tous ces pays d'Afrique, précisément, prenons le cas, ils passent tout leur temps à exporter les matières premières brutes. Non transformées. Donc, c'est un appauvrissement. Et ça, tant qu'ils n'ont pas compris ça, nous sommes convaincus qu'ils font de la diversion, ils ne font que retarder les pays, et avec toutes les conséquences que ça engendre. L'effort de travail qui quitte l'Afrique, les enfants africains qui s'en vont mourir ailleurs, ou bien qui meurent sur le continent, nous disons qu'il y a une extrême urgence. Donc la solidarité agissante doit se faire entre les Africains. Nous n'avons jamais vu des Africains qui ont été invités en Europe, à Paris, etc., pour aller réfléchir sur les problèmes des Européens. Ça fait plus de 55 ans d'indépendance politique. Des cerveaux brillants sont formés, des cerveaux africains sont formés. Donc nous disons, de façon très claire, pour résoudre les problèmes africains,
il faut la solidarité entre Africains. Alors, en dehors du FMI, de la Banque mondiale et des autres organisations internationales qui n'apportent absolument rien à l'Afrique. Alors, ce que le président camerounais Paul Biya était en train de dire, c'est que les réserves de change avaient considérablement baissé. Il n'y a plus forcément d'argent dans la zone CEMAC. Jean-Marie, la menace d'une cessation de paiement de nos États vis-à-vis de l'étranger est donc réelle et effective. Quand on ne paye pas ses créanciers, les conséquences sont parfois dramatiques. Les conséquences sont dramatiques, tout simplement pourquoi? Parce qu'en amont, on n'a pas mis en place des stratégies économiques, des stratégies gestionnelles efficaces. On en parle souvent, si vous voulez, sur ce plateau. Les États africains ont commencé à exploiter le pétrole, si vous voulez, ils n'étaient pas les premiers. Donc à partir de là, on a constaté que tous les États pétroliers, vous n'avez aucun État africain qui l'a fait, il n'y a que la Guinée équatoriale qui a commencé à le faire, si vous voulez, quand on a découvert le pétrole, essayer de mettre un fonds de réserve de côté. Ce fonds de réserve-là a servi aux investissements qui ont été opérés en Guinée équatoriale. Sinon, le reste des autres pays, si on quitte même la CEMAC, aujourd'hui on va au Nigeria, on voit ce qui se passe au Nigeria. C'est-à-dire, c'est une faute d'anticipation énorme. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les réserves d'échange, dès que vous avez une fluctuation au niveau international, la volatilité du prix des matières premières fait en sorte que le moindre élément extérieur qui intervient, les États africains ne sont que des victimes collatérales. Je le disais tout à l'heure, d'autant plus que vous avez un surenchérissement de ce que, c'est-à-dire nos matières premières, si vous voulez, sont achetées à bas coût, alors que les produits qui sont importés chez nous sont achetés, si vous voulez, à des prix qui se surenchérissent chaque année. Alors, Monsieur Agbo, tout à l'heure, vous parliez justement du rôle leader du Cameroun. Un sujet a été réalisé sur ce Cameroun qui se positionne de plus en plus comme la locomotive naturelle de cet espace sous-régional. C'est un sujet qui nous a été réalisé par la rédaction. Regardez, on débriefera juste après. Les indicateurs clignotent dans les zones CEMAC. Moins prononcé en 2015, le ralentissement économique au sein de l'espace s'est confirmé cette année. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale annonce en effet un taux de croissance d'1% en 2016 contre 2,8% en 2015, soit un différentiel de plus de 5 points avec l'UEMOA, une conjoncture atone en raison de la persistance des effets collatéraux de la chute des cours du baril. Le contexte économique sous-régional nous interpelle. En effet, la diminution de la demande mondiale en pétrole a entraîné ces derniers mois un effondrement brutal du prix du baril. Ce principal levier de la plupart de nos économies perturbe nombre de prévisions budgétaires de nos États, de même qu'il hypothèque la réalisation de nombreux projets de développement et les subventions sociales en faveur de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Plus que jamais, la diversification de nos économies se révèle être une nécessité absolue. La diversification, tel est donc désormais le mot d'ordre dans la sous-région, d'autant plus que les autres indicateurs restent tout aussi inquiétants, avec une inflation qui gravite autour de 3% et un déficit budgétaire qui se situe à 7,9% du PIB. Pour inverser la tendance, des solutions structurelles s'imposent, l'amélioration du climat des affaires, le changement des mentalités et plus important encore, l'essor de nouveaux savoir-faire, autrement dit, d'un tissu économique entrepreneurial plus dense et plus créatif. La plupart de ces pays-là, la diversification qui est en cours, qui est relativement importante, gagne à franchir de nouveaux paliers. Une meilleure gouvernance permettrait déjà de contribuer à une croissance économique un peu plus forte. Une meilleure gestion, ne serait-ce que des finances publiques, contribuerait à améliorer les performances économiques dans ce pays. Certains l'ont déjà compris. C'est notamment le cas du Cameroun qui bénéficie de l'économie la plus diversifiée de la région. Le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo et le Tchad suivent le pas avec la mise en place de plans nationaux de développement économique et social. Encore faut-il passer de la parole aux actes. Le rôle de leader que le Cameroun devrait avoir, est-ce qu'il joue bien justement son rôle? Bon, malheureusement, nous sommes obligés d'émettre des réserves avec toute la politesse que nous devons aux dirigeants du Cameroun. Nous disons un dirigeant, un leader, il doit impulser, il doit donner des orientations. Le Cameroun, qui est le pays le mieux placé,
devrait justement faire en sorte que tous les pays de la CEMAC, il y ait ce que j'appelle la libre circulation, qu'il y ait une intégration économique véritable. Lever tous les obstacles qui empêchent les pays de l'Afrique centrale de commercer entre eux. Ce qui n'est pas le cas. Donc, à ce niveau précis, eh bien, le Cameroun a des efforts énormes à faire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tant qu'il n'y a pas une véritable intégration économique, les décisions qui seront prises seront très limitées. Deuxièmement, c'est le Cameroun encore qui doit faire en sorte que la monnaie utilisée par ces pays-là puisse être remplacée par une autre monnaie. Parce que nous disons qu'on dirige l'économie avec deux outils, l'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors justement, on va parler du franc CFA. Je sens que les deux économistes autour de ce plateau ont vraiment envie d'en parler, parce qu'on parle bien évidemment, Jean-Marie, du spectre de la dévaluation du franc CFA. Ce sera peut-être une des solutions qui va être sortie de ce grand sommet. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais est-ce qu'on y tend vers la dévaluation du franc CFA ? Il y a certains qui vous diraient qu'on y tend vers la dévaluation du franc CFA, mais moi je ne serais pas favorable, tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'impact sur les populations va encore être très très dur. Si je prends l'exemple d'un pays comme le Cameroun est resté, si vous voulez, sur les plans d'ajustement structurel, si vous voulez, des années 80 pratiquement jusqu'en 2006. Ces plans d'ajustement structurel-là ont causé des dégâts énormes dans la société camerounaise. Et c'est pratiquement la même chose dans tous les États africains. Les plans d'ajustement structurel c'est pour ça que je suis d'accord avec mon collègue là tout à l'heure, les plans d'ajustement structurel qui sont mis en place en Afrique sont mis en place au détriment des Africains en tant que tels. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous retrouvons là où nous nous retrouvons, ces plans d'ajustement structurel-là ont contribué à démanteler, comment dirais-je, tout ce que les États africains avaient déjà construit. Même si la dette était énorme. Il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les Africains doivent se tourner, puisqu'on ouvre de plus en plus ces jeux, se tourner maintenant vers des acteurs, des instruments de financement de nos économies africaines, qui soient des instruments de financement qui nous permettent d'avoir une charge de la dette qui soit relativement moindre. Et là-dessus, il y a la BAD qui, aujourd'hui, joue un rôle essentiel. Vous avez, l'ancien directeur de la BAD qui est parti, qui a donné une lisibilité à la BAD. La BAD doit, de mon point de vue, emprunter sur les marchés internationaux et venir prêter ça aux États à un faible taux d'intérêt. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, là, nous le savons tous, vous avez des tas et des tas d'observatoires, vous avez Moody's, vous avez Standard & Poor's qui notent les économies. Donc, à partir de là, si nos économies tombent aussi bas que ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en corrélation, tous les emplois qui seront faits à l'extérieur seront faits à des taux exorbitants et rédhibitoires pour les États africains. Si l'Afrique nous ratons, en particulier la CEMAC rate, si vous voulez, c'est-à-dire le rendez-vous qui se sont fixés là de nos chefs d'État, c'est quelque chose de bien, mais on va faire, la CEMAC reculera encore beaucoup plus. Alors, justement, si les banques présentent un taux de pénétration plus élevé dans l'UMOA, elles sont en revanche plus rentables dans l'espace CEMAC. En tout cas, c'est ce que nous explique Zahra Mohamed Moutiou. Regardez. La Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan a annoncé la première cotation de la Coris Banque Internationale Burkina Faso pour le 23 décembre 2016. L'introduction en bourse de ce groupe bancaire burkinabé a débuté le 2 novembre avec le démarrage de la souscription d'1 250 000 actions, conformément à la politique d'augmentation de son capital. C'est un mécanisme qui permet à la banque donc d'augmenter sa capacité pour financer son activité. Donc ça, c'est déjà important. Donc ça veut dire que la banque aujourd'hui est dans une vision de renforcer sa structure financière et donc de pouvoir mieux capitaliser, mieux financer son développement. Pour elle, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de financer la croissance par de nouveaux investisseurs et aussi de renforcer sa situation financière. Le 2 novembre, la souscription d'1 250 000 actions au prix de 30 000 francs CFA et de 24 000 francs CFA par action avait mobilisé près de 37 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, donc, l'enjeu de cette banque, c'est de pouvoir accompagner le financement des activités économiques, de rester une banque de plus en plus forte
et près des valeurs qui développent. Cette augmentation de capital est une bonne chose parce que ça renforce la notoriété internationale de l'entreprise, donc de la banque. Ça leur donne l'accessibilité à un marché financier qui est bien régulé, qui est bien structuré. Donc ça donne une confiance aux investisseurs. L'introduction en bourse des actions de la CBI à la BRVM a été décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire relative à l'augmentation du capital de la banque au mois d'avril 2016. Coris Bank International est déjà présente au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo et bientôt au Sénégal et au Bénin. Monsieur Agbou, quel peut être le rôle de la BEAC dans le marasme économique dans lequel se trouve la CEMAC aujourd'hui? Bien, nous disons que la Banque des États de l'Afrique centrale, d'abord, doit acquérir une véritable autonomie vis-à-vis de la France. Si tu veux dire, et nous disons la même chose, pour pouvoir acquérir son indépendance, son autonomie vis-à-vis de la France, il ne faut pas que la Banque des États de l'Afrique centrale utilise le franc des colonies françaises qui appartient à 100% à la France. Parce que dans la gestion quotidienne, en tout cas quand il s'agit de prendre les grandes décisions, c'est la France qui décide. Il faut se débarrasser de cette monnaie coloniale. Ça permet donc à la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, dans ce cas d'espèce, de retrouver toute son autonomie, toute son indépendance. En dehors de ça, on ne fait que tourner en rond. Ce sont des mesurettes, des petites mesures qui ne font que faire de la diversion. Mais surtout, puisque les gens parlent de plus en plus de la dévaluation, ça ne fait que appauvrir davantage les pays africains. Donc leur marge de manœuvre dépend d'eux-mêmes. Dans l'état actuel, la BAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, n'a pas beaucoup d'indépendance. Donc il faut que les Africains arrêtent d'avoir peur. Alors justement, voilà. Ils ont peur de quoi, Jean-Marie? Pourquoi les économistes et observateurs sont plus ou moins unanimes sur cette anomalie, cette aberration le franc CFA, une monnaie qui est contrôlée depuis la France pour la zone CEMAC. Pourquoi les observateurs ont cet avis tranché alors que le chef d'État, pas du tout? Parce que la France l'a déjà dit, a bien fait comprendre, c'était François Hollande à la conférence de Dakar, a bien fait comprendre à demi-mot que les chefs d'État de l'Afrique pouvaient sortir de la zone franc. Oui. Ils ne l'ont toujours pas fait. Pourquoi? Vous voyez, il y a une chose qui est assez marrante là-dessus, Amira. Je reviendrai sur un principe en tant qu'économiste. Comment voulez-vous? L'Afrique est le premier réservoir de matières premières dans le monde entier. Et il s'avère que les monnaies de toutes les économies africaines sont des monnaies, comment dirais-je, qui sont inférieures aux monnaies des pays industrialisés qui utilisent nos matières premières qui viennent enrichir leur pays. Ça, c'est une question économique basique à se poser dès le départ. Comment cela se fait-il? Il y a mon collègue là tout à l'heure qui a parlé de la construction, si vous voulez, de toutes les institutions internationales. Qu'est-ce qui fixe ça? C'est le FMI, si vous voulez, qui assiste, si vous voulez, à nos réunions à Yaoundé. Comment voulez-vous que vous voilà un continent qui est le réservoir, qui fait vivre le monde entier? Quand on parle serait-ce qu'en termes monétaires, toutes les monnaies africaines, vous n'avez aucune monnaie africaine qui est au-dessus, si vous voulez, d'aucune monnaie occidentale en tant que telle. Quand je prends les principales économies occidentales, c'est déjà une aberration économique en tant que telle. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous qui faisons l'économie, on parle tout simplement d'un principe, c'est-à-dire que les gens ne peuvent jamais effacer, c'est le principe des dotations factorielles qui sort de Etcheroline. C'est-à-dire les dotations factorielles d'un pays, c'est à partir de là qu'on construit la richesse de ces pays-là à travers les valeurs ajoutées dont parlait mon collègue là tout à l'heure. Donc c'est déjà une première aberration. Et maintenant, pour répondre à votre question, Amira, on ne peut pas, c'est-à-dire en Afrique, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas un outil qui nous permette d'opérer aux ajustements nécessaires en tant que tel. On nous a dit ça. Je veux vous citer une chose. Comme mon collègue disait tout à l'heure, ce ne sont pas nous les Africains qui le disons, on va nous dire les pro-francs CFA. Il y a un discours de Sarkozy. Même Marine Le Pen s'y est mise.
où on vous dit que si on enlève le franc CFA à la France passe, si vous voulez, de la 6e économie mondiale, passe à la 32e, voire 35e économie mondiale. Donc ça veut dire que les gens qui nous tiennent le discours, si vous voulez, de la stabilité de la monnaie, de tout ce qui s'ensuit, je ne vois pas aujourd'hui. La première économie africaine, c'est quoi? Ce sont les deux plus grandes économies qui ont leur propre monnaie, à savoir le Nigeria, qui est redescendu à la 2e place, et l'Afrique du Sud. Et ces pays-là ont une monnaie autonome qui leur permet d'opérer aux ajustements internes et externes nécessaires en fonction de la conjoncture économique qui prévaut dans le pays. Donc on est obligé de suivre les fluctuations économiques. L'économie n'est pas seulement, si vous voulez, une science qui est basée sur le monétarisme, comme on a voulu nous le dire. La monnaie n'est qu'un instrument. La monnaie, c'est pas l'essentiel. Alors, Monsieur Agbou, si les chefs d'État de la zone franc tiennent tant à ce franc CFA, c'est qu'ils y voient leur intérêt. Quel peut-il être cet intérêt? Leur intérêt, c'est du fait que le pouvoir politique qu'ils ont, ils le détiennent non pas du peuple, mais de l'Élysée, de Paris. C'est le prix à payer pour être président de la République dans ces pays d'Afrique francophone. Donc c'est la France qui a fait d'eux des chefs d'État. À partir de là, quelqu'un qui vous a fait roi, vous lui devez obéissance. C'est ça. Parce que s'ils savaient qu'ils détiennent leur pouvoir d'État des populations, mais leur priorité des priorités, c'est satisfaire les besoins des populations qui les ont élus. C'est le moment de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce sommet, un sommet extraordinaire de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, un sommet qui se tient actuellement au Palais de l'Unité à Yaoundé. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous, à tout de suite.